Attention, petit disclaimer, ce podcast et cette vidéo sont en deux parties. En effet, la première partie avec l'invité étant assez longue, on a voulu vous soulager et on a tourné la deuxième partie avec Arcadie dans un second temps. Voilà, donc à la fin, n'oubliez pas que si vous voulez la suite, elle sera directement téléchargeable. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la newsletter pour le podcast, c'est très important pour nous, et à vous abonner à la chaîne YouTube avec tout ce qu'il faut, la petite cloche, tout ça. Je vous remercie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trek in Storia. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas tout de suite avec Accardi Picardie, mais j'ai deux invités de talent avec moi, à savoir les créateurs et les chroniqueurs de Exitium Film. Bonjour. Hello. Merci pour cette présentation élogieuse. Toujours. On brosse dans le sens du poil. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Donc, qui est chroniqueur, qui est reporter ? Alors, moi, c'est le chroniqueur, donc j'apparais en vidéo sur le format qu'on a sur la chaîne Exitium Film, des chroniques du chaos et des chrono chaos. Et voilà, c'est moi que vous voyez déguisé avec mon espèce de costume de Mad Max et ma boue sur la tronche. Ce que je peux être de temps en temps dans la vraie vie, voilà. C'est de la vraie boue ? J'ai mon petit secret. Eh ben écoute, moi c'est reporter du coup, donc vous ne me voyez pas généralement, sauf si vous venez en stream. Et donc moi je suis le petit dessin qui apparaît de temps en temps, à peu près la moitié du temps sur les vidéos. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, je vous ai invité parce que je voulais parler d'horreur dans Star Trek. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais surtout, parce que on est souvent déçus avec Acadie Picardie parce qu'on s'aperçoit que Star Trek n'a jamais pris le tournant de l'horreur correctement. Et surtout, nous qui avons été biberonnés à des films comme Alien ou encore Event Horizon, je vais y arriver. C'est la fin de la semaine. Event Horizon, voilà. Et j'avais adoré votre vidéo sur le sujet. Et justement, je voulais qu'on en parle ensemble. Alors, sans parler de la prod du film, parce que j'invite vraiment les gens à aller voir votre vidéo où vous parlez de plein de choses, et notamment d'une fameuse mine de sel où des scènes coupées se trouveraient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur le film en lui-même, Event Horizon ? Écoute, vas-y Jérôme, si tu veux commencer. Avant de parler directement du film, je voudrais faire une petite parenthèse sur le contexte qui nous a mené à en parler. C'était le reporter qui était vraiment animé par ce film et qui m'a dit chroniqueur, vas-y regarde Event Horizon, c'est trop bien. Moi j'avais jamais vu Event Horizon avant qu'il me chauffe pour le regarder, parce que je me suis dit non mais c'est nul, c'est Wes Anderson, tous ces films sont nuls à Paul W. Wes Anderson. Il m'a dit si, vas-y regarde celui-là, je t'assure il est trop bien. Et je l'ai regardé. Déjà j'ai un peu changé d'avis sur le réal. Je me suis dit effectivement il est vachement bien quand même. Il est vachement bien. Et c'est vrai que c'est un des rares films de science-fiction qui mêle un peu vraiment l'horreur et la science-fiction, et qui le fait relativement bien, et qui a inspiré d'autres œuvres dont on parlera peut-être un tout petit peu après. En fait, moi dans l'idée c'était effectivement j'étais tombé, je sais plus qui avait fait une vidéo qui m'avait vraiment donné envie de voir le film, parce que c'était récent, pour le coup je l'avais pas vu à l'époque. En ce qui me concerne, j'ai dû voir peut-être des extraits passés. Mes parents devaient voir ça à un moment donné. Ça a dû me marquer à un moment donné. Et je crois que c'était Ryan Hollinger qui en avait parlé à un moment donné, ou je sais plus qui dans ce genre-là, qui en avait parlé sur YouTube. Et je me suis dit, faut vraiment que je le voie. Ça me parle. Et notamment, j'étais dans la période où je découvrais vraiment l'univers de Warhammer 40 000, dont le film semble être pas mal inspiré. Mais j'imagine qu'on reviendra peut-être un peu là-dessus. Donc voilà, le film, c'est Event Horizon qui est sorti en 97, aux États-Unis en tout cas.
qui est vraiment un film qui sort de ce que fait aujourd'hui Paul W.S. Anderson. C'est vrai que quand on a l'habitude sur toutes ces Resident Evil, hein, notamment, dernièrement Monster Hunter, je crois que c'est lui qui l'a fait, oui. Ouais. Qui était un peu, j'imagine, discutable. Je l'ai pas vu moi-même, hein, je vais pas, voilà, mais les Resident Evil m'ont suffisamment marqué pour me donner, pour que je me fasse un avis sur le monsieur. Mais c'est vrai que ça dénote pas mal. Ça dénote pas mal. C'est pas un incroyable chef-d'œuvre, Event Horizon, hein, mais c'est quand même un film qui a pas mal de choses pour lui et qui, avec le temps, a bien montré qu'il était suffisamment unique et original pour rester dans les mémoires, quoi. Ok. Et toi, tu l'avais découvert comment, le film ? C'est vraiment un peu au hasard, hein. C'est en regardant la vidéo, une ou deux vidéos, je crois, même d'ailleurs, vraiment random, quoi. Je regarde pas mal de youtubeurs anglophones qui parlent de films et de jeux comme ça, et j'ai dû tomber dessus. Je pense que c'est peut-être Ryan Olinger qui avait fait une vidéo dessus, que j'avais beaucoup aimé, qui m'a donné beaucoup envie de voir le film. Donc, alors, pour info, moi, j'avais découvert en vidéoclub quand j'étais gamin, et à l'époque, j'avais rien compris. Voilà, mais c'est parce que t'es trop gamin et tu comprends pas ce que tu regardes, quoi. Et j'avais vu Sam Neill, moi, sur la jaquette du film. C'est l'époque de Jurassic Park aussi, quoi. Et je dis, ah bah oui, ça va être un bon film, il est dedans, quoi. Et j'avais pas tout compris sur le film. Alors, de quoi, qu'est-ce que ça parle, Event Horizon ? Alors, Event Horizon, ça parle d'un équipage qui est à la recherche d'un vaisseau qui a disparu il y a quelques années, voire même quelques décennies, je crois, et qui est retrouvé donc par une équipe de sauvetage qui, lorsqu'elle s'approche du vaisseau, se rend compte qu'il n'y a aucun signe de vie à l'intérieur. Et lorsqu'il rentre, du coup, pour regarder s'il y a des éventuelles personnes à sauver, donc il se rend compte que l'équipage est absent, mais qu'il y a également une sorte de mal qui rôde au sein du vaisseau. Donc on est vraiment aussi dans quelque chose de très fantastique. Au passage, là-dessus, si ça vous intéresse, et si vous avez l'occasion de venir à Lyon, sachez qu'au musée du cinéma et de la miniature, il y a le vaisseau de secours en maquette en échelle 1-1. La maquette, d'accord. Ouais, incroyable. Ouais. Elle est telle quelle, avec aussi le fameux vaisseau du film Les Trois Mousquetaires. Ah d'accord. Voilà. Ils sont à côté l'une de l'autre. Qui, je crois, a été aussi fait par Paul W.S. Anderson. Exactement. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Et en ce moment, ils ont une expo Batman. Si vous voulez aller voir, il y a la Batmobile au rez-de-chaussée. Trop bien. Et oui, donc effectivement, le mal rôde. Un mal très Hellraiserien, très Clive Barker. Ouais, quand vous en avez parlé sur votre vidéo, j'avais pas fait le rapprochement, mais Hellraiser 4 aurait dû s'en inspirer, celui dans l'espace. Ouais. Ouais. Oui. Il aurait dû s'en inspirer. Et ça me fait penser aussi de la façon dont vous avez raconté là le début du film. Me rappelle une chronique qu'on a faite déjà avec Accardi qui sort la semaine prochaine sur le film Black Hole de 1977 de chez Disney. Ok. Alors attends. Qui ressemble à ça. Dit quelque chose. Oui, c'est un film très mauvais. Mais qui part sur le même principe. Voilà, un vaisseau qui a été perdu depuis X temps. Un équipage le retrouve. À son bord ne reste que le capitaine. Il n'y a plus aucun membre d'équipage qui a survécu et ce savant fou avec un accent allemand. Donc ça fait très 70. Hein, a décidé justement de découvrir ce qu'il y a derrière un trou noir. Et Event Horizon, ça ressemble aussi à n'importe quel épisode de Star Trek. Ça commence souvent comme ça, un épisode sur 3, un vaisseau qu'on croyait perdu, on va le retrouver et dedans, on essaye de comprendre pourquoi tout le monde il est mort. Simplement, j'ai l'impression qu'Event Horizon a insufflé au début des années 2000 une nouvelle vision de la SF. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Je pense que il a peut-être effectivement eu un impact. Ça va être difficile d'en parler sans forcément faire des références. Est-ce qu'on peut commencer à faire des références à d'autres œuvres ? On spoil sans... Ouais. Oui, et puis on spoil. Okay. Parce que effectivement, lorsqu'on voit Event Horizon, moi j'ai tout de suite reconnu des choses, mais pas qui étaient antérieures au film, mais plutôt qui sont arrivées après. Et notamment, en fait, c'est bien que tu que tu parles de Star Trek.
Et du coup, je suis retourné voir la vidéo qu'il y avait sur ta chaîne concernant les Borg, parce que c'est vraiment l'espèce qui m'a fait, enfin, qui m'a rappelé un peu donc ce qu'il y avait un peu dans l'esthétique de Event Horizon, avec cette espèce d'ambiance très gothique, très sombre, bah encore une fois un peu très Hellraiser avec ces personnages mutilés du coup parce que ce sont des machines. Mais j'ai retrouvé ça un peu aussi dans Event Horizon et notamment dans le jeu Dead Space aussi, qui a un contexte très similaire à Event Horizon et dont les inspirations sont clairement assumées comme venant de ce film. Donc clairement, c'est une espèce de c'est presque un film Dead Space avant l'heure, Event Horizon, une fois qu'on connaît un peu les références et ce qu'il a inspiré en fait par la suite. C'était assez gratifiant de voir qu'en fait tout venait un peu de là en termes d'idées, de mélange artistique en fait entre l'ambiance gothique, le space opéra, ces choses-là, ces éléments-là, c'était vraiment très intéressant. Moi, je suis assez d'accord aussi sur l'idée que il a insufflé quelque chose de nouveau. Après, j'irais pas jusqu'à dire que voilà, c'est pas le film qui a inventé l'horreur dans l'espace, hein, quand même. Ce serait un peu insulté d'Alien, notamment. Alien, ouais. Mais c'est vrai qu'il a apporté quelque chose dans le sens où on a vraiment ce côté très maison hantée dans l'espace. Où je trouve qu'on n'a pas peur de faire des décors qui vont au-delà du fonctionnel, qui sont vraiment dans une esthétique, comme tu disais, une esthétique très gothique, qui montre un vaisseau qui est loin du fonctionnel, en fait, qui a l'air d'être beaucoup plus que simplement fonctionnel et qui donne une ambiance très maison hantée, très horreur, quoi, en fait. De se plonger directement dans un univers très horrifique dans l'espace comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose enfin voilà, c'est vraiment en fait ce mélange, je trouve, qui est intéressant, le côté très Hellraiser, du coup alors dans l'espace, oui, pour le coup, mais aussi de retrouver toutes les inspirations de l'enfer, de Warhammer avec son warp et tout ça. Il y a ce côté qui est assez inédit et qu'on voyait pas forcément trop dans le cinéma, en tout cas grand public de l'époque, quoi. Mais il y a aussi je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a la forme du vaisseau en lui-même. Oui, qui est spectaculairement grand. Ouais, qui fait une croix en fait. Oui, voilà. Et souvent, dans les vaisseaux, on s'en rend pas compte, mais il y a une symbolique. Par exemple, dans Star Trek, tous les vaisseaux de la Fédération sont ronds. Okay. Parce que la Fédération est pacifique. Alors que tous ceux des méchants ont des formes plutôt obtus, pointues. Parce qu'ils sont méchants. Ouais. Voilà. Et pour revenir sur les Borg, il y a que les Borg dans Star Trek qui ont des formes de vaisseaux géométriquement neutres. Parce que là aussi, les Borg sont pas mauvais, en fait, dans Star Trek. Ils sont pas méchants. C'est comme une tempête. Tu peux rien faire contre les Borg. Voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Et par rapport à Event Horizon aussi, on parlait de cette esthétique gothique avec ses courbes. Alors effectivement, ça pouvait rappeler aussi Alien avec le vaisseau du Space Jockey, voilà. Ouais. Bon, après on retrouvera ça plus tard dans Prometheus aussi. Mais moi, ça m'a fait, et c'est là où j'ai l'impression que Event Horizon a eu un impact. Event Horizon sort en 97, en 99 sort Farscape. Et Farscape, je trouve, emprunte beaucoup en termes d'image Hellraiser, on va dire ça, mais même sadomasochiste, sur tout un tas d'espèces dans Farscape. Même ce côté organique, ce côté vivant sale à la Cronenberg, des vaisseaux, de certains personnages, peuple d'Escaran qui est un ennemi dans Farscape. Et c'est quand la première fois d'ailleurs j'ai vu Farscape, j'avais l'impression que c'était un spin-off d'Event Horizon. D'accord. Donc, si jamais vous avez l'occasion de voir. C'est vrai que ouais, c'est. On en avait parlé, mais Farscape, effectivement, ouais. 99. D'accord. Et pourquoi il y a un lien avec Star Trek ? Parce que quand les gars de la Paramount voient la première monture du film Event Horizon, vous en avez parlé un peu dans votre vidéo que j'invite nos auditeurs à voir, ils ont dit on peut pas sortir ça. On est quand même le studio qui a sorti Star Trek. Donc la frustration, hein, quand même. Et ouais, ils pensaient que ça allait que ça allait détruire la franchise Star Trek, le film. C'est-à-dire que derrière, voilà, sachant que Star Trek avait été sorti en réaction à Star Wars.
Et Event Horizon, quand il arrive, et ben pour de vrai, il a niqué toute possibilité de reboot avant 3-4 ans de Star Trek. Et ouais, parce que ça a traumatisé les mecs de la Paramount, quoi. Et quand en plus on leur dit, bah on va faire un film avec Picard et les Borg, oula, doucement les gars, doucement. Et ben c'est ce que je voulais vous poser aussi comme question par rapport justement. Alors vous m'aviez dit que vous connaissiez pas bien l'univers de Star Trek, par rapport au peu que vous en connaissiez. Quand je suis venu vous voir en me disant, bah, y a un lien entre Event Horizon et Star Trek, est-ce que vous auriez cru ça un jour? Moi, perso, pas du tout. C'est pas du tout l'image que j'avais de Star Trek. J'avais pas enfin, pour moi, Star Trek, c'était vraiment le space opéra cool, tu vois, vraiment découverte. Pas de trucs horribles, pas de gore ou pas de choses comme ça, pas d'horreur en fait. J'imaginais pas du tout ce côté horreur dont tu nous as parlé la dernière fois. Donc moi, en ce qui me concerne, pas du tout. Moi, j'ai un tout petit peu grandi avec Star Trek, Voyager et Enterprise, parce que mon papa était très fan de tout ce qui était les Star Trek, Battlestar Galactica, Star Wars, tout ça, hein, tout ce qui a Star, mon père le regardait. Donc je regardais un peu les Star Trek et ça m'a pas semblé déconnant en fait quand tu m'as dit qu'il y avait un lien, peut-être en termes d'influence sur peut-être des thèmes horrifiques sur Star Trek, parce que quand je pensais à certains épisodes de Voyager, encore une fois, avec l'esthétique des Borg, moi, ça m'a pas mal fait penser également enfin, Event Horizon m'a pas mal fait penser à ces épisodes de Star Trek, justement. Bon, on fait avec beaucoup moins de moyens, mais j'ai ressenti quand même une espèce de patte, comme une espèce de traitement qui essayait de faire... de donner la même ambiance, parce que dans Event Horizon on a l'impression qu'un peu chaque partie du vaisseau peut être un coupe-gorge avec cette espèce de le réacteur, le hachoir à viande. Il y a vraiment une architecture dans le vaisseau qui peut te laisser croire que tu peux te faire assassiner à n'importe quel endroit Sans que la sécurité n'est pas au centre des les conditions de travail pour l'équipage devaient pas être extra. Je sais pas si c'est vous, le Fossoyeur de film qui en avait parlé, mais il me semble même que les gens faisaient des malaises dans le hachoir. Oui, c'est ça. C'est que c'était impossible quasiment de marcher droit dans ce truc-là à cause de tout qui tourne dans tous les sens, forcément. C'est ça, ouais, tu perds l'équilibre en fait dans un couloir comme ça. Ouais, il paraît que c'était une galère. Du coup, courir dedans, tu étais désaxé. Avec une explosion derrière. Ouais, voilà. Donc moi, ça m'a pas mal rappelé un peu l'esthétique justement des vaisseaux Borg qui sont extrêmement sombres, extrêmement lugubres. Ça sointe, on est presque dans le biopunk. Ça m'a un peu rappelé cette esthétique-là. Ah, et donc pour vous, Event Horizon, c'est du biopunk? Ah non, moi, je pense pas, mais ça m'a un peu rappelé ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très organique, mais sale en fait dans le vaisseau Borg. Oui. Je sais pas si tu et sachant que, alors justement, pour vous toi qui avez regardé un peu Voyager était censé être un Survivor Space. Voilà. Et malheureusement, c'était le premier du genre. Il y avait Farscape qui était sorti quelques années avant, mais il était censé être un Survivor Space. À la sauce Star Trek, bien entendu, mais ils sont jamais allés aussi loin. Et en fait, il y a un ennemi pire que les Borg. C'est un ennemi qui porte un numéro de série 8472, qui est un ennemi biologique, mais horrible, à 5 pattes, le truc bien qui s'amuse à faire des pyramides avec des têtes de Borg. Voilà. Et dans des vaisseaux organiques. Et en fait, quand t'étais blessé par un de ces monstres, tu commençais à muter, quoi. Donc un peu comme les Borg. Les Borg, quand ils t'attrapent, ils te transforment en Borg. Et cette espèce-là aussi. Et ça aussi, c'est des idées qui étaient géniales dans Star Trek Voyager. Et j'ai l'impression que les gars de la Paramount, bon, c'était plutôt CBS de ce côté, on dit non, on peut pas aller là-dedans, quoi. On peut pas aller dans cette horreur si viscérale. Et on commence à y venir dans Star Trek. Alors, pour ceux qui ont commencé à regarder Picard, dans la saison 2, il y a une scène relativement horrible, notamment avec du dépeçage de Borg pour récupérer des organes pour le marché noir. Ça fait pas très Star Trek, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai. Ouais. Et il y a aussi, depuis quelques temps, notamment dans la nouvelle saison Strange New World, l'arrivée des Gorn. Des Gorn qui sont, vous savez, le lézard qui se bat avec Kirk. Le fameux, voilà. Donc, ils l'ont remis au goût du jour, cette espèce. Et c'est une espèce qui est qui se sert de ton corps comme incubateur à la Alien, qui garde les enfants des humains comme garde-manger pour plus tard, dans des camps. C'est vraiment, l'horreur tient même pas du fait que tu peux les rencontrer, c'est que tu peux leur survivre dans Strange New World, quoi. C'est comment est-ce que tu peux vivre en ayant survécu aux Gorn, quoi.
C'est intéressant parce que du coup, je suis en train de regarder un petit peu là, du coup, l'esthétique des Borg, et c'est vrai que ça fait, là comme ça fait très très Cénobite en fait. Oui. De Hellraiser. Il y a un côté safe Cénobite. Et il y a même une déité Borg, la reine Borg. Okay. Oui, c'est celle que j'ai vue là. J'ai l'impression. La reine Borg a une sorte de, comment t'expliquer, un délire un peu christique où elle cherche toujours un élu. C'est assez. Donc on a notamment Picard qui devient Locutus de Borg. Ouais, dans le film, c'est ça. Dans la série déjà, et ça avait marqué un tournant dans l'univers de Star Trek. Et après dans le film, lui, il veut c'est sa baleine blanche quoi. Il veut la défoncer au point de ne plus être rationnel. Et dans Star Trek Voyager, c'est le personnage de Seven of Nine, qui est une ancienne Borg que l'équipage a sauvée et qu'elle veut à tout prix ramener dans le giron parce qu'elle voit en elle un potentiel assez dingue. Et dans la saison 3 de Picard, on a une nouvelle reine Borg. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que la reine est détruite, le roi est mort, vive le roi. Il y en a tout de suite une qui repop quelque part, quoi. Par rapport à Event Horizon aussi, ce côté, je voudrais votre avis là-dessus, ce côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Parce que l'histoire, c'est ça, hein, c'est un mec qui a créé un nouveau réacteur, un réacteur à trou noir, avec la possibilité scientifique que ça vaut. Et un peu comme dans Black Hole, ils ont ouvert ou un peu comme dans Doom, ils ouvrent une porte vers quelque chose d'autre. Bah, pour vous, cette symbolique, ça représente quoi ? Alors, en termes de symbolique, on a effectivement le côté boîte de Pandore, portail vers l'enfer, choses comme ça. On a regardé dans nos recherches, on est tombé sur une interview du scénariste qui avait complètement admis être pas mal fan de Warhammer 40 000 et avoir un peu imaginé le côté c'est le portail vers une autre dimension avec une dimension chaotique quoi en fait où tout est régi par le chaos, la souffrance, voilà vraiment un truc. En fait, il y a quelque chose de vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on a un mélange d'inspirations qui sont elles-mêmes des inspirations par exemple de concepts Lovecraftiens. Beaucoup, il y a forcément beaucoup d'horreur cosmique dans ce principe-là. Il me semble qu'on l'aborde un petit peu. Hein. D'ailleurs, ça, c'est on est très fan avec le chroniqueur de Lovecraft, et c'est vrai que c'est difficile de pas le voir dans une œuvre comme celle-là, où on peut imaginer des dieux cosmiques, des entités qu'on peut même pas imaginer en fait. Hein. Et c'est ça, je trouve qui est quand même très réussi dans le film, c'est de pas nous en montrer trop en fait. C'est aussi ça qui le fait aussi bien fonctionner, c'est que le peu qu'on en voit, notre imagination fait le plus gros du boulot, et c'est ça qui fonctionne bien. Pour moi, oui, c'est une autre dimension où on peut même pas imaginer en fait une espèce d'enfer de Dante ou des choses comme ça quoi. Ou même à la Doom, hein. C'est vrai que Doom a aussi son interprétation de l'enfer de la même manière, une espèce d'autres dimensions infernales, un peu à l'enfer de Dante, quoi. Et c'est vrai que la mention à Doom est très pertinente dans le cas d'Event Horizon, parce que c'est vraiment lâcher les enfers dans le vaisseau, en fait, ce qui s'est passé. Absolument. Surtout Doom 2. Très, très grand film. Si vous l'avez pas vu. Aïe. J'ai pas osé, mais j'ai vu des reviews, des extraits. Mais bon. Je préfère je préfère Anderson, hein, franchement. Ouais, encore que moi, bon, le premier, j'avoue que j'ai un peu de tendresse pour le premier film. Qui essaye des choses. Avec The Rock, qui essaye des choses, et puis qui est un peu con en fait. Faut le prendre vraiment comme un bon gros nanar, et c'est un bon moment quand même. Il y a Karl Urban, Rosamund Pike et Dwayne Johnson, donc voilà, ça passe un peu, quoi. Finalement, c'est des films qui va un peu pour le casting aussi, hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pense, mais ça, c'est un truc qu'on l'a pas forcément mentionné, je crois, dans la vidéo qu'on a fait sur Event Horizon. Mais Sam Neill, je crois que c'était je sais pas si c'était le dernier, mais c'était peut-être le 3e film de sa carrière qui faisait en lien avec l'horreur cosmique, parce que avant ça, il était dans L'Entre de la folie. L'Entre de la folie de Carpenter. Et en 81, il était dans le film Possession également, qui était vraiment un de ses premiers rôles,
qui traite également un peu de ce style d'horreur. Donc, je pense que j'ai très envie de le voir, ce film. comme Keanu Reeves pourrait avoir un lien avec le cyberpunk, j'ai l'impression que Sam Neill, il est pas mal dans l'horreur cosmique aussi, dans les thématiques qu'il aime bien un peu lorsqu'il aborde la fantasy dans sa carrière. Alors, j'ai deux questions. Une qui vient de me popper à l'instant et qui n'était pas prévue. Est-ce que vous pensez que le film a aussi une influence sur les films Pitch Black? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Parce que bon, les livres avaient déjà été écrits bien avant, quoi, mais je trouve que notamment peut-être Pitch Black 2 avec les Necromancers, ouais. c'est ça, hein? Ouais, Necromonger. Ouais. Parce que le premier en lui-même, bon, il n'y avait pas grand-chose à part des monstres, quoi. Mais celui avec les Necromongers, je trouve qu'il y a une esthétique aussi très goth. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. C'est vrai que maintenant que tu le dis, parce que c'est vrai que je pensais à Pitch Black, du coup, je me disais, je vois pas. Les Chroniques de Riddick. Mais effectivement, Chroniques de Riddick, ouais, avec Necromonger, c'est vrai que les vaisseaux très. Encore une fois, on n'est pas du tout dans du brutalisme ou des choses pratiques. C'est vraiment des vaisseaux qui ont une esthétique surréaliste, quoi. Avec moi, je pensais effectivement là, c'est ce gros vaisseau qui se pose comme une tour avec des visages de chaque côté. Je trouve franchement, je saurais pas te dire. Ça vaudrait le coup de se renseigner. Mais c'est pas impossible que ça ait eu un rôle comme Et vous qui vous êtes documenté dessus, est-ce qu'il y avait un Event Horizon 2 de prévu? A priori, ça n'a jamais été dans les tuyaux. Ils étaient déjà très très frileux pour le premier. Le 2 n'a jamais été malheureusement et même en envisagé. bande dessinée ou en roman, ça n'a jamais été plus développé que ça? Je pense pas, parce que comme c'était c'est une œuvre originale, Event Horizon, c'était relié à rien, il n'y avait pas vraiment d'attente déjà lorsque ce film est sorti. Il n'a pas été très bien reçu d'ailleurs lorsqu'il est sorti, donc je pense Wes Anderson, c'était simplement quelqu'un de pragmatique qui s'est dit, bon, le film est sorti, je me suis amusé, maintenant il tente de passer à autre chose. Oui, on le voit bien sur le making-of du film, hein, que Paul W. Anderson, il a pas... lui, il voulait faire ça, il a aimé son travail sur ça, mais on sent qu'il avait pas... qu'il voyait pas forcément plus pour cet univers. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant de voir que le scénariste et lui avaient vraiment pas forcément la même vision. Et c'est ça qui est cool aussi avec le film, c'est que on perçoit toujours l'intention du scénariste dans le film, puisque voilà ce côté très Warhammer, je reviens dessus régulièrement, mais il est très considéré en fait dans la communauté Warhammer, ce film. Il est presque considéré comme canon, hein, j'ai cru voir ça sur certains forums il est presque considéré comme canon dans l'univers, alors que voilà, pas du tout. Et alors que Anderson, lui, il a dit que ça n'avait pas d'influence, enfin que lui, il n'était pas influencé par Warhammer en tout cas. Donc comme quoi, même le scénario permettait quand même de transmettre cet aspect-là qui, moi je trouve, lui donne vraiment son côté très très unique, quoi, très original. Ok. Et du coup, alors je vous demandais tout à l'heure, si vous deviez recommander un petit peu d'autres films à nos auditeurs pour creuser un peu dans ce côté Warhammerien, des films intéressants un peu qui explorent ce côté d'horreur cosmique. Alors là, c'est là que c'est compliqué parce que en horreur cosmique, on en a quand même, mais dans l'espace, finalement, pour un sous-genre qui s'appelle l'horreur cosmique, il n'y en a pas tant que ça. Hein. J'imagine parce que c'est cher à faire déjà, et puis que ça s'adresse à une audience assez restreinte. Mais inévitablement Alien, hein, déjà. Alien, The Thing, même si ça se passe pas dans l'espace, on est quand même sur quelque chose qui a vraisemblablement de toute façon inspiré Event Horizon, et est une des autres inspirations de Dead Space, qui lui aussi s'inspire très fortement d'Event Horizon. Sinon, ouais, c'est peut-être que le jeu vidéo qui peut proposer que le jeu vidéo, c'est beaucoup, ouais. Le jeu vidéo a vraiment le mérite de s'être beaucoup penché là-dessus.
Avant de proposer des trucs, je vais laisser Jérôme. Alors, c'est vrai que dans le sens horreur cosmique dans l'espace, c'est vrai que c'est un genre qui est quand même très précis. Mais horreur dans l'espace, il y a aussi Pandorum qui fait pas mal penser à Event Horizon. Mais alors, si je devais recommander un truc horreur SF, court-métrage, visible gratuitement sur YouTube, Zygote de Neil Blomkamp. Ce court-métrage, il est terrifiant. Il est vraiment très très bon. On est vraiment dans un niveau d'horreur SF qui, je trouve, et on a un vrai concept de film derrière. Neil Blomkamp, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est celui qui a réalisé District 9, et Chappie et également Elysium. Et avec ce film, je pense qu'il a vraiment touché à quelque chose, vraiment un mélange des genres qui est très maîtrisé. Donc, si je devais en recommander un, ce serait celui-là. C'est pas un film, c'est un court-métrage, mais je recommanderais celui-ci. Ouais. Bah, en fait, là maintenant qu'on en parle, c'est pas vraiment horreur, mais il y a quand même ce côté vaisseau abandonné et tout ça. Et c'est un film qui, je trouve, est trop souvent mis de côté, mais 2010, l'année du premier contact, qui est la suite de 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui n'a que pour seul défaut d'être finalement non, j'exagère, mais qui a pour gros défaut d'être la suite en fait d'un film de Kubrick et de son chef-d'œuvre. Donc c'est un peu difficile de passer après ça, mais c'est un film qui est vraiment très bien, je trouve, qui est très bien et qui a dans sa première partie en tout cas ce côté très enfin il y a ce vaisseau qui est abandonné depuis des années ici autour de Jupiter et du coup ils envoient un équipage voir ce qui s'est passé, quoi. Et il y a vraiment cette première partie du film qui fait un peu penser à Event Horizon, je trouve. On a cet équipage qui essaie de rejoindre le vaisseau. Et le truc, c'est que même si on a vu 2001, en fait, c'est un peu difficile de savoir ce qui est vraiment arrivé à l'équipage, en fait. Enfin, en tout cas, celui qui est toujours là, pour sûr. Et il y a vraiment cet aspect presque horrifique, moi je trouve, sur 2010, et je peux que le recommander parce que je trouve que c'est un film qui est un peu trop mis de côté, je trouve. Alors moi je pensais à, vu qu'on parlait de court-métrage, peut-être une série d'anticipation où il y a pas mal d'épisodes intéressants, donc Métal Hurlant, Chronique de Métal Hurlant, franco-français, hein, Cocorico. Oui. On a les tomes, voilà, il y a les tomes, mais la série coproduite par France 4. Ouais. Où il y avait quelques épisodes intéressants. Et je pense à Master of Science Fiction, donc qui est l'équivalent des Master of Horror, dont les gens ont peu entendu parler. Et il y a 2-3 épisodes assez intéressants de ce genre-là. À voir à l'occasion. 2007. C'est vieux. Bon, 2007, ça va. Je galérais à trouver les DVD à l'époque. Voilà. Ah ouais. Mais où il y a 2-3. Enfin, je me rappelle notamment d'un épisode avec sur une station spatiale avec des mutants laissés à l'abandon qui avaient créé une civilisation. Bref, c'était assez intéressant, quoi. Mais c'est vrai que du coup, comme vous le dites, il y a ce côté horreur spatiale et pas non plus surdéveloppé sans que ça devienne nanardesque, quoi. Enfin, voilà. C'est ça aussi. Je pense à Jason 10 là dans l'espace. Voilà. Avec en plus, pour la petite histoire, là on est dans le côté anecdote. C'est le moment anecdote, comme dirait So. Enfin, le monsieur qui fait objectivement Guillaume Cassard. L'anecdote impromptue. Dans Jason 10, vous avez donc l'androïde qui est une femme blonde et vous avez l'hexadoïte qui est une asiatique, enfin une américano-asiatique, et elles vont se retrouver dans une série qui va s'appeler Andromeda, une série de Gene Roddenberry, avec Kevin Sorbo, donc alias Hercule, voilà, et elles vont avoir des rôles inversés, c'est-à-dire que la blonde va être une humaine et l'hexadoïte va être une androïde. Voilà, c'était l'anecdote impromptue. C'est débilos, mais voilà. Avec la fameuse scène des tétons aimantés dans Jason 10. Voilà. Bah oui.
pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais. Alors, je ne l'ai pas vu, je suis un peu surpris du coup. Le téton est monté, d'accord. C'est une grande scène du cinéma dont on n'oubliera jamais. Voilà. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais je suis un grand féru de séries et de films pourris. C'est ma grande passion, les blockbusters et tous les films bien nazes, parce que je trouve qu'il y a toujours un peu à la Ed Wood. Avec 3 francs 6 sous, ils arrivent à être créatifs des fois et c'est assez balèze. Mais oui. En fait, il y a des choses, on se demande comment elles arrivent à sortir quand même. Et en fait, c'est pour nos yeux ébahis. Entre autres. Tout simplement. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, Jérôme. Non, mais ouais, effectivement, c'est toujours un miracle, un film qui arrive à sortir, hein, mais c'est vrai que des fois, tu te dis comment est-ce que ça a réussi à sortir. Et je voulais te demander justement, est-ce que toi, tu as vu des équivalents nanardesques de Event Horizon? Est-ce que tu en as connu dans ce genre-là? Dans les mauvais épisodes de Star Trek, ouais. Alors, faut savoir aussi que dans n'importe quelle série de SF, c'est un épisode classique, même dans Stargate. Le coup du vaisseau abandonné qui a tué tout son équipage, on ne sait pas pourquoi. Stargate, Battlestar, ils l'ont tous fait. En nanardesque, bizarrement, c'est dur de faire peur. Donc les gars vont tout de suite partir dans la surenchère de monstres. Et la grande force d'Event Horizon, c'est qu'on voit jamais rien. C'est-à-dire que le mal, il est en chacun d'entre nous. Et c'est ça qui tue les gens, quoi. C'est leur culpabilité et voilà, quoi. Et la subtilité du film, elle est là. Et je suis en train d'y penser en même temps que je vous parle. C'est simple, hein. Amazon a acheté tous les films d'Asylum. Donc il faut aller voir sur Amazon. Vous voyez ce que c'est, Asylum? Okay. Moi, alors les mockbusters, ce sont des films, mais c'est vraiment une industrie aux États-Unis. Donc en gros, quand il y a un scénario qui va péter, genre Jurassic Park, il y a toujours un gars qui va trouver le scénario et vite l'amener à une petite maison de production genre Asylum, ou à l'époque c'était Trauma, les films Trauma, donc voilà. Et ils vont vite se dépêcher de faire un film qui ressemble. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas la chronologie des médias. Donc, quand le film sort au cinéma, il sort très peu de temps aussi en DVD. Et dans ce qu'on appelle là, leurs grands magasins, là, hard discount, qu'ils ont les Américains, pour 2-3 euros, ils peuvent acheter des DVD. Et ils vont avoir un titre qui ressemble. Genre, par exemple, Crétacé Park. Et donc, le gars va se dire, tiens, le film est au cinéma, je vais le prendre en DVD, je vais le regarder. Et il se rend compte que c'est pas du tout le film Jurassic Park, par exemple. Et on appelle ça un mockbuster. Et c'est toute une... Et le film a coûté peut-être $300,000 ou $100,000. Il va en rapporter peut-être 200,000. Parce qu'en plus, il va être acheté par les plateformes pour remplir de la grille de programme. Il va être acheté par Sci-Fi pour remplir sa grille de programme aussi, quoi. Et dedans, dans ces films-là, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé malheureusement avec Bruce Willis. C'est des gars qui vont payer une super guest star un peu has-been pour la mettre sur la couverture du film. Et il va apparaître que 10 secondes. Ouais. Voilà. Et c'est que des prête-noms qui jouent là. Enfin, bref, c'est... Et je sais plus pourquoi on parlait de ça d'ailleurs, mais voilà, c'est ça les mockbusters. Et Asylum ou Trauma, on en fait mais des caisses et des caisses, quoi. Et à la différence qu'à l'époque de Trauma, les cassettes se vendaient pour de vrai. C'était carrément des copies qui se faisaient 20 copies et qui se vendaient Toxic Avenger, enfin je sais pas si vous avez déjà vu, qui se vendaient sous le manteau, quoi. Ah ouais, voilà. D'accord. Et maintenant, c'est devenu un peu des monuments de la pop culture et du nanar infini cosmique. Bref, et c'est intéressant. Et même, ça a influencé Toxic Avenger. Ça a énormément influencé, par exemple, South Park. D'accord. Tous les films Trauma ont influencé énormément dans ce côté dégueulasse. Voilà. Vraiment la prod fauchée, quoi, pour faire un max de renta. Ah, mais c'est la prod fauchée, et c'est la prod, pour venir sur Trauma, c'était surtout à New York que ça se tournait. Entre deux pornos, les gars, ils récupéraient les bandes, et le morceau de bande qui restait pour tourner ce qu'ils pouvaient tourner. Donc les comédiennes, viens là, je vais te faire tourner dans un film qui n'est pas pornographique pour une fois. Et puis c'était que ça, quoi.
Et ils ont réussi à créer, il y a bien avant le Marvel Cinematic Universe, il y a le Trauma Cinematic Universe. Voilà. Et ça a 20 ans, quoi. Voilà. Mais je vous invite à regarder ça à l'occasion. Même Antoine Decaunes en parlait déjà dans Nulle part ailleurs. Ils avaient reçu le patron de la Trauma dans Nulle part ailleurs à l'époque, quoi. Mais là, j'ai l'impression d'être vieux. Oh la vache. C'est incroyable comme histoire. J'ai l'impression qu'on est passé à côté de tout un pan du cinéma. Du mauvais cinéma. Ah, vrai, mais j'ai jamais été. Voilà, j'avoue que moi, j'ai jamais été très friand de nanar, en fait. Je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup entre potes et tout, hein, mais je sais pas pourquoi moi, ça n'a jamais été. En fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais par exemple, des gars comme Tarantino, quand il fait là son Boulevard de la Mort. Il y a un côté nanar, ouais. Ouais, carrément. Ou c'est ce qu'on appelle les séries B. Voilà, oui, c'est mode d'exploitation, tout ça. C'est un hommage aux séries B et souvent le cinéma grave, voilà, tout ça. Et souvent, en ce moment, par exemple, je me découvre une grande passion pour le cinéma mexicain des années 50 et 60 avec tous ces luchadores. Et il y a un excellent film qui parle de ça, français, que j'ai découvert il y a peu de temps, avec Jean Reno. Voilà. Ah ouais. Avec Jean Reno. Okay. C'est quoi le film redonner là je l'ai oublié. J'adore les trucs comme ça. Hein. Le catch en plus. L'homme au masque d'or. C'est le film parfait. Voilà. Mais par exemple, au Mexique, la plupart des films fantastiques et d'horreur, il y a toujours un catcheur. Le héros, c'est toujours un catcheur masqué, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est toujours. Ça s'appelle L'homme au masque d'or. C'est un film qui est sorti en 91. Avec le Rey Mysterio des années 50, ça va être incroyable. Bref, bon voilà, c'est des choses. Mais tu vois, par exemple, Event Horizon, moi je me rappelle que c'était un peu dans les séries B des vidéoclubs. C'était le film de frisson à avoir. Vous avez quel âge là? Parce que je me sens très vieux. 29 ans pour moi. Ah putain, oui, je suis très vieux. Ok, oui, moi j'ai connu des choses que vous n'avez pas connues. J'ai connu le vinyle laser sur Top Gun en vinyle laser. Ah ouais. D'accord. Le vinyle laser, c'est les laserdiscs. C'est une grosse connerie de Philips qui a encore merdé à l'époque. Ouais. Ah oui, c'était les gros CD là. Mais c'est ça qui a donné plus tard les laserdiscs. Qui a donné, non, pire, le CDI. Ah bah vous irez voir l'épisode du jour du grenier sur Adibou. Le CDI là, je fais vite là, mais parce que là sinon on va durer 2 heures. Le CDI, c'est Nintendo qui demande à Philips de travailler sur un lecteur CD pour sa Super Nintendo. Ça y est, je remets. Putain, les conversations de boomer, ouais. Mais et du coup, Nintendo l'a fait à l'envers à Philips. Philips qui décide de sortir sa console. C'est pour ça qu'on a les 2 très mauvais Zelda et Mario. D'accord. Les plus mauvais, c'est à cause de ça. Et dans le visionnage de films, c'était une révolution à l'époque parce que tu pouvais avoir tes films sur 5 disques. Donc Top Gun, tu t'arrêtais toutes les 30 minutes pour remettre un disque. Oh là là. Voilà. Voilà, tous ceux qui se plaignent quand il y a des coupures pub là, souvenez-vous du Laserdisc. Non, mais ça vaut le coup de ressortir le Seigneur des Anneaux version longue sur Laserdisc. Mais vous vous rendez pas compte, mais j'en parlais à mes élèves encore aujourd'hui. Je leur disais, mais vous savez qu'il existait une version de Retour vers le futur sur une cassette VHS unique. Les 3 films montés à la suite. Sérieux? Pour que sur une seule VHS. Ça tient, ça tenait, ouais. Il y avait des VHS. Alors, par contre, la qualité était dégueulasse, quoi. Mais il y avait des VHS de 6 heures. Ouais. Incroyable. Et bah oui. Et à côté, on n'arrivait pas à faire des disques de 40 la galette. Et quand vous regardez, par exemple, les 10 commandements, ça tenait sur 2 cassettes vidéo ou une grosse aussi. Si tu voulais de la qualité, tu prenais les 2 cassettes. Sinon, tu prenais, parce que ça dure plus de 3h30, hein, les 10 commandements de Cécile B. Mills, quoi. Mais voilà. Bref. Bah écoutez, on a parlé 45 minutes de plein de choses diverses et variées. Ouais, non mais je me sens vieux d'un coup, je me sens. Bordel. Et quand je dis à mes élèves, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'avoir Netflix ou qu'on ait Netflix aujourd'hui, quoi. La fibre, toutes ces inventions. Mais où il fallait. Et encore que, hein, moi, je avec tous les abonnements qu'on paye, on rate des trucs, ouais. Je me retrouve toujours en galère pour trouver des films en particulier, mais toujours. Il y a quelques mois, j'essayais de me retrouver pas mal de classiques de l'horreur japonaise et coréenne. Quelle galère ça a été de les trouver. Mais légalement, impossible de les trouver, quoi. C'est et même chez HK Productions. Je sais plus si ça existe encore.
HK, je Alors, crois que ça s'appelait. Là, tu me poses une colle. Bah parce que nous, à HK l'époque, Production. quand on était gamin et qu'on voulait voir des films, et ben on passait sur de l'import. Et c'est souvent Hong Kong, D'accord. un truc qui s'appelait HK, donc Hong Kong Production, qui t'avais les cassettes, bah, notamment tous les films de Sean Yun-Fat, tous les films du pote à Jackie Chan, la Samolo, Sammo Yang, que tu pouvais avoir comme ça dans les magasins asiatiques entre 2 paquets de nems, quoi. Non mais je rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Aller à Lyon dans le quartier un peu chinois et tu récupérais ces cassettes d'import sous-titrées anglais, quoi. Incroyable. Voilà. Mais je vous parle d'un temps, voilà, très différent. Non, mais c'est pour ça que le physique, ça reste important. Ah bah, et puis c'était pas les mêmes, plateformes. Je crois que c'est vous qui en avez parlé aussi là sur le support. C'est pas vous qui avez fait une vidéo sur le support? C'est fort. Alors bon, je sais plus qui en a fait une très très bonne l'autre jour là que j'ai regardé sur le. Ah bah non, c'est je sais pas si vous connaissez Carotus. Bon bref, non, un youtubeur qui sort une vidéo tous les 10 ans, je le connais, c'est un bon copain, mais voilà, qui parlait justement du support et du fait que le support, bah, ça fait partie aussi de l'œuvre. Et que quand tu t'amuses pour chaque version à changer le format ou à changer des éléments, bah, c'est plus la même œuvre que tu regardes. Et c'est très important là-dessus de garder les vieilles VHS. Bah, c'est vrai qu'aussi, à l'époque où un film est réalisé, en fait, il est prévu pour être visionné dans un certain contexte, cinéma, une télévision, avec une certaine dimension. Donc, ouais, il y a vraiment tout un contexte, en fait, dans lequel c'est approprié de le voir. Donc, ouais, réadapter toutes ces choses-là, en fait... Enfin, d'ailleurs, Logan, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a également le youtubeur qui avait parlé de Disney qui s'amusait à redimensionner des Simpsons pour leur plateforme. C'est nul en fait de faire ça. Les gens, ça les dérange pas tant que ça d'avoir des barres noires sur les côtés ou au-dessus. Ouais. Et c'est vrai que c'est excellente vidéo ça de merde, comment il s'appelle? Noodle, je crois. Noodle, tout à fait. Sur les ratios d'images, très intéressant. Et ben ça fait à regarder en VR. Exactement. Et bah écoutez, je vous remercie pour votre temps. Bah avec plaisir. Et bah merci, c'était un plaisir. Et c'est quoi le thème de la prochaine vidéo? On peut dire que ça sera sur un film. Wow. non, c'est pas vache. Ce sera sur un film. Allez, on est cool. Ce sera sur un film d'animation. Dans l'espace. Dans l'espace. Très bien. Voilà. Et ben on va regarder ça avec plaisir. Voilà. Et là, on en dit beaucoup plus qu'à tous nos abonnés sur nos propres streams. Alors après, ça sort dans 3 semaines, donc j'espère que vous serez bons là-dessus. Bah oui, je pense que ça tombera. Et bah nickel. Et bah en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis on peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux? Twitter, c'est tout. YouTube. Twitter, YouTube, Twitch. Et voilà, Tipeee pour ceux qui veulent donner, mais voilà, essentiellement YouTube. Bah c'est très bien. Ouais, et donc on rappelle le nom de la chaîne YouTube? Exitium Film, voyons. Exitium Film, sans S. Très bien. Sans S. Et ben allez, à ciao, bonsoir. Et bienvenue à la fin de cette première partie. Je vous invite à tout de suite écouter la seconde partie avec Arcadi qui revient sur ce qu'on s'est dit sur cette interview. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la newsletter ou à la vidéo. Je sais, je me répète, mais vous le faites pas tous. Allez, bonne journée.